On va reprendre hein, les questionnaires. Je commence tout de suite par le délai de reprise. Non, vous préférez qu'on commence par autre chose? Mais je crois que c'est peut-être le sujet le plus... Non, à moins que vous préférez qu'on commence par autre chose. Hein. Moi, je suis à votre disposition. Non, je vais peut-être quand même... Vous voulez faire un commentaire préalable? Voilà, une petite introduction. Voilà. Pour dire que quand même, cette année, ça a été une année où il y a eu une prise de position des nouveaux textes, et puis après, Parfait. Donc, je vous donne la parole en préambule. Non, il n'y a pas de souci. Vous préférez vous exprimer là ou vous préférez venir au pupitre? C'est comme vous le sentez, vous. Hein. Ça vous va? Alors, je démarre comme ça. Ah oui. Non, mais tout à fait. Non, ok, bah, pas de souci. Je vous laisse faire l'introduction. Et puis après, on aura des questions. Donc, on est bien d'accord. Les sujets, il n'y a pas de sujet tabou. On répond ou on ne répond pas, mais il n'y a pas de sujet tabou. Il y a des 8 questions que vous avez écrites, et puis après, on a des voilà. Ok, super. On a une heure en fait. Hein. Combien de temps on a? On prend une heure. Hein. Oui, on prend une heure. C'est important. Oui, je crois que je vais démarrer, hein, parce qu'on a déjà vu une fois. Oui, on va y aller. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, merci de votre participation à cette table ronde désormais traditionnelle au cours de nos journées nationales. Donc nous accueillons Madame Sarai. Je touche rien. Voilà. Et Monsieur Vignoux-Baranx, qui nous font l'amitié de participer, comme chaque année, à cette séance questions-réponses. Pas de sujet tabou, on a dit. Tout est ouvert, aucun problème. Les réponses, vous verrez ce qu'elles seront. Mais en préalable, je laisse la parole à Madame Sarai qui va nous faire un petit point de la situation. Bien, c'est toujours un plaisir pour nous de venir partager ce moment avec les directeurs de centre, avec vous qui êtes sur le terrain. C'est un plaisir d'échanger parce que vous nous faites remonter les difficultés que vous rencontrez. Même si on a l'impression que cette année, nous, du côté de Bercy, la situation a quand même été un petit peu plus, je dirais pas facile, mais apaisée. Donc vous avez toujours des difficultés, on en a conscience, et puis je pense qu'on en parlera. Mais cette année a été une année de consolidation de ces nouvelles missions qui ont été une certaine tourmente au départ. Et au niveau des téléprocédures également, où là, même si vous avez encore quelques difficultés, on se rend compte qu'il y a eu une amélioration. Donc, en fait, l'amélioration est un petit peu sur tous les fronts. On a de nouvelles difficultés, vous allez nous en faire part. On est ouvert, c'est ce qui vous a été dit. Il n'y a pas de question taboue, on vous répondra ou on ne vous répondra pas, suivant qu'on a la réponse ou qu'on ne l'a pas. Et puis, nous vous remercions sur le terrain d'accompagner vos adhérents. On est vraiment des partenaires, on a confiance en vous et on aime travailler avec vous. Et ce qu'on souhaite, c'est que la réciproque soit également exacte. Donc, on va essayer de répondre à vos attentes le plus possible. Et puis, je pense que la séance est ouverte. Très bien, merci beaucoup. Gérard, est-ce que tu veux finalement commencer par la première question? Donc la première question, bien sûr il y en aura d'autres après, la réduction du délai de reprise. C'est un point important parce que nous sommes assaillis de questionnements par les centres qui sont alertés parce que leurs adhérents sont contrôlés. En effet, quelles années pourront être contrôlées? Si un adhérent pour lequel le SIE a reçu un CRM fait l'objet d'un contrôle fiscal, comment se déroulera ce contrôle? Quelles années seront contrôlées? Selon quel ordre? En novembre 2011, Mme Angas nous avait dit en année N, le contrôleur pourra vérifier N-1 et N-2, et ce n'est que s'il trouve des pénalités autres qu'un intérêt de retard, c'est l'un des exercices qu'il pourra contrôler N-3. Or, nous avons de nombreux cas concrets, courant 2012, où plusieurs adhérents de ces genres ont reçu un avis de contrôle fiscal pour 2009, 2010 et 2011,
alors que le compte-rendu de mission a bien été envoyé par le CGA pour les 3 exercices. Les contrôles ont démarré en 2012 par l'exercice 2009, qui, semble-t-il, serait prescrit. Dans ce cas, n'y a-t-il pas un vice de procédure? Pouvez-vous nous confirmer que 2009 est prescrit? Ou que se passe-t-il? Alors, effectivement, ce n'était pas Christine Mangas qui était là l'année dernière et qui vous avait tenu ces propos, c'était moi-même, donc je vais pouvoir les continuer. Et en fait, ce que je vais vous dire n'est pas contradictoire avec ce que j'avais dit l'année dernière. C'est-à-dire que ce que je vous avais dit l'année dernière, c'était qu'on vérifiait N-2 et N-1, et à partir du moment où il y avait des pénalités qui étaient autres que l'intérêt de retard, il y aurait la vérification de N-3. En revanche, ce que je ne vous avais pas indiqué, c'était les modalités qui allaient permettre ces contrôles. Donc on fait à l'heure actuelle, et là je parle, c'est au nom du Bureau du contrôle fiscal, donc je m'arrêterai à un certain moment si on va au-delà, mais un avis de vérification, ce qui est prévu, c'est qu'un avis de vérification soit déposé, soit envoyé, visant les années N-3, N-2 et N-1. Parce que tous les impôts et toutes les taxes ne sont pas visés par la réduction du délai de reprise dès lors qu'on est adhérent. Donc, il y avait la possibilité d'envoyer 2 avis de vérification ou un seul avis de vérification avec le risque, on en vise un avec tous les impôts ou certains impôts. Donc, le plus simple, ça avait été le choix qui a été fait, c'est d'envoyer un seul avis de vérification avec N-3, N-2, N-1, avec un renvoi au bas de l'avis de vérification, comme quoi, si la personne vérifiée est un adhérent d'un centre de gestion agréé, dès lors que des intérêts de retard, des pénalités autres que les intérêts de retard ne seront pas constatés au titre des contrôles N-2 et N-1, la réduction du délai de reprise s'appliquera pour l'impôt sur les sociétés et la TVA. Donc, à cet effet, le contrôleur ou le vérificateur pourra vérifier, par exemple, si on prend la CET, il ira directement sur 2009, et à ce titre, 2009 n'est pas prescrit. Au titre de l'IS et de la TVA, il regardera 2010 et 2011, et s'il y a des majorations ou des pénalités autres que l'intérêt de retard, 2009 ne sera pas prescrit, puisqu'il pourra le vérifier, et 2009 sera couvert par l'avis de vérification. Donc, il n'y aura pas de nouvel avis de vérification. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, autre question, rejet technique. Également, l'un de nos adhérents fait l'objet d'un contrôle fiscal 2009, 2010, 2011. Les comptes rendus de mission des exercices ont été établis et transmis par voie dématérialisée au SIE. Mais tous ces comptes rendus de mission ont fait l'objet d'un rejet technique. Un rejet technique résulte du dépôt papier, alors que le CRM a été transmis sous forme dématérialisée dans les délais légaux. Un contentieux est en cours dans lequel l'administration, à l'échelle départementale, considère que la réduction du délai de reprise n'est pas applicable au motif que le CRM n'a pas été délivré pour l'exercice concerné. L'administration reproche aux contribuables, par l'intermédiaire du CGA, de n'avoir pas fourni une édition papier. Lors des différentes rencontres organisées au niveau national, les représentants de la DGFiP ont préconisé de ne pas faire d'envoi papier des CRM rejetés techniquement. Lors du contrôle fiscal, nous avons apporté la preuve matérielle de l'établissement de ces CRM et de la mise à disposition sur notre site Internet, notre système informatique permettant la traçabilité de ces comptes rendus. Nous en avons fait une édition papier adressée aux vérificateurs. Pouvez-vous nous préciser quelle est la position officielle de la DGFiP quant à la possibilité et même la nécessité d'adresser des CRM papier au CIE dès lors qu'un rejet technique est intervenu? La fréquence élevée de ce type d'incident suffirait même une réponse écrite et non équivoque. Donc, effectivement, pour des raisons de sécurité juridique, et quand des difficultés sont démontrées dans l'envoi dématérialisé des CRM, il est préférable, même conseillé, d'adresser le CRM sous format papier. Merci, c'est l'essentiel. Alors, j'ai encore un problème technique. Un CRM rectificatif. Alors, je voulais juste préciser qu'il y a eu effectivement une petite confusion à un moment et une petite hésitation. C'est-à-dire qu'à un moment, il vous a été dit qu'il fallait à tout prix déposer par téléprocédure, réessayer.
Franchement, je suis arrivée il y a maintenant plus d'1 an, et mon premier congrès a été en septembre l'année dernière, et ça a été une des premières questions qui m'a été posée. Et que ce soit Jérôme ou que ce soit moi, on vient du monde du contrôle fiscal, et à partir du moment où une déclaration doit être télédéclarée, même s'il est obligatoire de la télédéclarer, par sécurité juridique, vous devez la déposer papier dès lors qu'elle ne passe pas. Vous pouvez toujours justifier que vous avez tout fait pour la télédéclarer, mais à partir du moment où... En fait, c'est une sécurité juridique que vous devez à vos adhérents. Et depuis le mois de septembre l'année dernière, c'est toujours ce que j'ai soutenu à tous les congrès. Et je vous ai toujours dit, j'ai toujours dit au directeur de centre qu'il fallait, à titre de sécurité juridique, déposer papier. C'est-à-dire que vous devez pouvoir justifier que vous avez les justificatifs de dépôt de déclaration ou de télédéclaration que vous avez essayé, mais au bout d'un moment, vous devez penser à votre adhérent. Et votre adhérent, le but, c'est que le CRM soit même papier transmis au SIE. Et donc, on vous le conseillera toujours, même s'il y a moins de rejets techniques et de moins en moins de rejets techniques, dès lors qu'au bout de 2 fois, 3 fois, le CRM ne passe pas, vous le déposez papier. Merci pour cette précision, cette sécurité. S'il te plaît, est-ce que la salle veut réagir directement aux réponses faites par Madame Saraï ou son adjoint, ou si c'est clair? Non. Voilà, donc s'il vous plaît, on peut avoir un micro pour monsieur? Prenez le micro, madame, parce que... Levez la main pour qu'on vous situe. Voilà, très bien. Je souhaiterais savoir de quelle façon vous devez recevoir ce document papier. Est-ce qu'on doit envoyer une lettre recommandée précisant effectivement le contenu du CRM? On peut pas vous dire d'envoyer en recommandé, parce que de toute façon, on ne demande pas, ce n'est pas une préconisation de l'envoyer par support papier. Donc, il sera reçu, le CRM. Enfin, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, on est dans l'ère du recommandé lorsque l'on est dans... Enfin, toutes les déclarations ne sont pas envoyées en AR. Enfin, c'est un petit peu... Enfin, je dirais que c'est plus de votre sensibilité que de la nôtre. Nous, on ne va pas vous reprocher de ne pas l'envoyer en accusé-réception. On ne peut même pas vous le demander. Nous-mêmes, on envoie de moins en moins de choses en accusé-réception dès lors que nos budgets se rétrécissent. Donc, vous conseillez d'envoyer en accusé-réception, c'est très, très délicat. Nous envoyons des avis de mise en recouvrement, nous ne les envoyons plus avec accusé de réception. Je pense que ça fait partie du risque et il est très mineur. Merci. Il y a une autre question. Voilà, monsieur. Oui, je suis Chevalère, là, du centre de gestion des Pyrénées-Atlantiques. C'est nous qui avons posé la question. Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu lors de nos précédentes réunions, notamment avec Mme Mangas, qu'il fallait éventuellement envoyer ça par papier. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Vous avez entendu quelque chose? C'est justement ce que je vous disais. Je vous disais qu'il y a eu des atermoiements, mais qu'à partir du moment, l'année dernière, où j'ai fait des congrès, j'ai assuré le suivi des congrès, ça a toujours été ma position. Donc si vous avez été dans un congrès où j'étais et où vous m'avez posé la question, je vous ai forcément dit ça. Mais l'année dernière, c'est 2011. Et c'était moi, c'était pas Christine Mangas. D'accord. Et là, ce sont des dépôts qui ont été faits en début 2011, je crois. Les dépôts, les CRM. Donc, autrement dit, postérieur à votre intervention. Voilà. Donc, je me pose la question de la sécurité fiscale à ce niveau-là. Parce que maintenant, la responsabilité civile du centre de gestion va être mise en cause par le client. Eh oui, parce que c'est un problème important d'exonération d'entreprises nouvelles et la réduction du délai de reprise, évacuer la question à ce niveau-là. Donc on a un problème important pour le centre de gestion. Donc il y a un risque pour les centres de gestion, sinon pas maintenant la preuve de l'envoyer du CRM, de l'envoi du CRM auprès de l'administration. Alors ce que vous avez quand même, c'est que vous avez forcément les échecs des téléprocédures. Donc là, si vous voulez, moi je ne peux pas m'immiscer après parce que c'est un vrai problème de contrôle fiscal et de preuves apportées.
Donc effectivement, je pense que ce que vous pouvez avancer, c'est le fait que ça ne vous a jamais été, je dirais, écrit, ou qu'il vous a toujours été conseillé, même dans une note qui vous avait été envoyée, il avait été donné un délai complémentaire pour déposer. C'est là où on est vraiment dans une après. Je reconnais que c'est très très délicat comme situation, et c'est pour ça que lorsque j'avais fait le premier congrès venant du contrôle fiscal, j'ai eu une approche qui a été quand même relativement différente, et tout de suite je me suis placée sur le principe de la sécurité juridique. Là, je pense qu'il faut essayer de voir avec le contrôleur. Je pense que ça va être délicat. Hein. Je suis pas. C'est ce que disait Monsieur Magard. En général, je pars assez franc. La situation va être forcément un petit peu difficile parce que dès lors qu'il y a des enjeux financiers qui sont importants, forcément, ça va être un problème de preuve et ça va être un problème de justification. Donc, on ne vous a jamais écrit sur le sujet comme quoi vous deviez déposer papier. À l'époque, effectivement, c'était pas forcément quelque chose qui était dit. Et je pense qu'il faut que vous essayiez d'aller dans ce sens-là. On ne pourra pas, vous ne pourrez pas demander au vérificateur de nous saisir. En revanche, le vérificateur peut saisir le bureau du contrôle fiscal. Il y aura forcément une remontée, ou vous-même, par le biais de votre fédération. Absolument. On suivra très attentivement l'évolution du dossier. Hein. Madame. Oui, moi je voulais juste compléter, je suis donc la directrice du centre, et dire qu'en ce qui concerne ces CRM rejet 13, nous avons systématiquement mis à disposition le CRM sur le site internet du centre, c'est ce qui a été dit dans notre question, et nous sommes capables, on a vraiment une traçabilité de ces CRM. Donc on a vraiment la preuve apportée du moment où on a émis ces comptes rendus de mission, même dématérialisés, qui, pour des raisons techniques, ont été rejetés. Mais on aurait très bien pu faire l'édition papier si ça nous avait été effectivement demandé et si on avait su clairement que ça devait être fait. Vous voyez, c'est un peu comme votre réponse tout à l'heure en matière de recommandé avec accusé de réception. Vous venez de nous dire, c'est pas vraiment la peine, il y a un petit risque. Sauf que le petit risque, quand il tombe là-dessus, eh ben on a un enjeu fiscal important. Oui, donc, moi, j'avoue que je préférais avoir une réponse certaine. Vous nous dites rejet 13. À ce moment-là, on fait un compte-rendu de mission papier. Et moi, je conseille à tous mes collègues de le faire en recommandé. Absolument. Alors, moi, ce que je vais vous dire, c'est que vous faites deux envois en téléprocédure. À partir du moment où vous êtes sur 2 échecs, vous envoyez papier et effectivement, envoyez en recommandé. Ouais. Mais ces questions, en plus de rejet 13, très souvent, ce sont pour des ROF inconnus. La ROF, on ne la connaît très souvent que lorsqu'on a le retour. Donc, on se mord la queue. On est vraiment la poule et l'œuf. Et en permanence, on attend d'avoir une ROF. Enfin, c'est complètement... ridicule, quoi. C'est effectivement une situation complexe, mais je crois que, compte tenu de la réponse qui nous a été apportée par Madame Saraï, effectivement, le conseil que la fédération peut vous donner, mais c'est celui qui vient d'être dit, dès que vous avez un rejet, quel que soit le motif, je crois qu'il faut jouer la sécurité à 100%, courrier, recommandé, et je crois que c'est, pour l'instant, la bonne solution à adopter, même si ça paraît un petit peu étonnant, mais bon, voilà, il faut s'adapter, il faut avoir un côté pragmatique. Hein. Et quant à l'affaire qui concerne votre centre, encore une fois, la fédération restera très attentive et vous nous tiendrez informés, bien sûr, au niveau de la commission juridique de l'évolution. N'hésitez pas à faire remonter au bureau du contrôle fiscal. Hein. C'est-à-dire que... Ne vous inquiétez pas, nous ferons remonter. Et y a-t-il d'autres questions concernant ces aspects techniques de rejet ? Moi, j'ai encore un point technique. Oui, alors ça nous relatif au compte rendu de mission. Le CRM rectificatif, ok. Si une réponse satisfaisante est adressée au CGA après l'envoi d'un premier compte rendu de mission négatif, le CGA est-il tenu d'adresser un deuxième compte rendu favorable à l'adhérent, et même si le délai de 8 mois est dépassé? Est-ce que ce deuxième CRM écrase le premier? Par exemple, dans les 7 mois de la réception du gaz fiscal, le CGA envoie un CRM négatif parce qu'on ne peut pas voir la concordance des déclarations. Absence de réponse satisfaisante. 2 mois plus tard, le CGA reçoit une réponse satisfaisante. Le CGA peut-il ou doit-il envoyer un deuxième CRM absence d'anomalie après réponse satisfaisante qui écraserait et remplacerait le premier? Alors effectivement, il n'y a aucune obligation d'adresser un deuxième CRM en absence de déclaration rectificative. En revanche, en matière de qualité de l'information transmise à l'administration, il est préférable effectivement d'envoyer un second CRM. Donc vous nous conseillez d'envoyer le deuxième. Est-ce que le deuxième écrasera automatiquement le premier? Alors tous les CRM sont conservés. D'accord. Bien, il complétera mieux ou il permettra d'analyser l'évolution. Très bien.
C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions là, sur cette question des CRM, des réponses tardives, l'envoi d'un deuxième, voire d'un troisième, je ne sais pas. C'est clair pour tout le monde? Bon, alors j'ai encore un problème. C'est le droit, la réduction. Non, il y a une des question, pardon. entreprises. J'ai une question ici. Oui. Attendez. Le micro arrive. On vous donne le micro. Encore plus bas. Merci. Sur le second CRM, les conséquences au niveau de la prescription, dans la mesure où il y a 2 CRM, est-ce qu'on a la prescription raccourcie ou est-ce qu'on a une prescription normale? Ça ne change rien. Donc, ça n'a pas d'incidence. Ça n'a pas d'incidence sur la prescription. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de la prescription, on a un problème pratique qui nous a été soulevé. Un cas concret, contrôle fiscal en 2012, avec remise en cause des amortissements pour une activité hôtelière. L'hôtel est bien adhérent. Un CRM a été envoyé pour 2009, 2010, 2011. L'inspecteur n'a pas contrôlé 2009, mais souhaite redresser en 2011 en appliquant des pénalités sur les périodes d'imposition non prescrites afin de pouvoir refaire une nouvelle notification pour l'exercice 2009. Un tel procédé ne va-t-il pas à l'encontre de l'esprit de la loi? Et nous souhaiterons connaître votre position sur ce type de dossier. En fait, le problème concerne le problème des amortissements. Oui, enfin, plus que la question technique sur les amortissements, je crois que c'est plus la façon le fait qu'on contrôle une année que nous on pensait éventuellement prescrite. Vous avez déjà répondu à cette question en préambule. Et est-ce que ça ne remet pas en cause l'esprit global de la loi de la réduction du délai de reprise? Mais je crois que ça va être une redite. Madame Sarai. Alors là, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que voilà, la façon dont est rédigée la question, il est mentionné qu'on fait le vérificateur recherche un petit peu une pénalité autre que l'intérêt de retard pour pouvoir remettre en cause. Donc là, je fais être très très clair. On est deux anciens vérificateurs. Il y a des pénalités de bonne foi ou des pénalités de mauvaise foi. Il y a l'intérêt de retard ou un autre type de pénalité. Le but d'un vérificateur, c'est pas de rechercher un type de pénalité. Il va avoir un rehaussement et ce rehaussement va être qualifié d'une façon ou d'une autre. Mais il ne va pas chercher à récupérer un délai, une prescription potentielle ou un élargissement du délai de reprise sur l'année N-3 en qualifiant des rehaussements d'une façon qui n'est pas légitime. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui va le guider. Un rehaussement, il est qualifié par un vérificateur et il a une qualification, c'est l'intérêt de retard, ou ça va être des majorations autres que l'intérêt de retard. Mais ce qui va le guider, c'est le type même du rehaussement et non pas la perspective de vérifier l'année N-3. Et là, franchement, je ne peux pas aller plus loin parce que ça, pour moi, ça n'est pas la question. Je ne la comprends pas intrinsèquement en tant qu'ancien vérificateur. Voilà. Très bien. La réponse à celui qui a posé la question, pour celui qui a posé la question, est-elle claire? Il dit oui. Il opine effectivement. D'autres remarques sur ce sujet? Eh bien, on peut passer à la question suivante, alors. La question suivante concerne la formation. L'instruction dispose, outre l'adhérent, la formation proposée par les CGA sont désormais offertes à son représentant. À ce titre, l'adhérent a toute liberté dans le choix de son représentant. Une entreprise adhérente souhaite inscrire à une formation proposée par le CGA une personne qui travaille dans l'entreprise, un salarié, mais qui n'est pas directement salarié, mais d'un groupement d'employeurs, comme cela arrive dans le domaine agricole. Le CGA peut-il accepter ses salariés indirects à ces formations? Si oui, le CGA peut-il établir une convention de formation et la facture au nom du groupement d'employeurs afin de permettre la prise en charge par un OPCA? Alors, comme vous l'avez dit, l'adhérent a une totale liberté pour choisir son représentant, donc y compris une personne qui n'est pas salariée de sa propre entreprise. Très bien, réponse est claire. Oui, ça me paraît très clair, effectivement. Des questions, des remarques? On choisit. Absolument. Alors, il y a la deuxième partie de la question sur le problème de la facturation. Alors, il y a facturation quand il y a formation. Excusez-moi, pour revenir au groupement d'employeurs, en matière de prise en charge, qui demande la prise en charge?
puisque le groupement n'est pas adhérent. En matière de facturation, vous voulez dire? Et pour la prise en charge ensuite de la formation. Voilà, ils allaient répondre à cette question, justement, la deuxième partie. Donc effectivement, la facture doit être adressée à l'adhérent et pas au groupement d'employeurs au cas qui est présenté. En matière, bien sûr, de formation spécifique, hein, puisque oui, sinon, les autres formations sont couvertes par la cotisation. C'est ça, elles sont gratuites. Donc, si c'est une formation gratuite, de toute façon, il envoie qui il veut. Si c'est une formation payante, la facturation ne peut être adressée qu'à l'adhérent, qui lui peut refacturer au groupement. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui, très bien. Une question ici. Question sur la formation. Est-ce que son représentant peut être son conseil? Est-ce que le représentant de l'adhérent peut être son conseil? J'aurais tendance à dire pourquoi pas. A priori, oui. Liberté totale. totale. Il est libre de choisir qui veut. Non. Alors, on vous rappelle quand même que les formations doivent être liées à l'activité de l'adhérent. Absolument, oui. Donc, a priori, le conseil, s'il doit se familiariser avec la profession de son adhérent, pourquoi pas? D'accord. Merci. Y a-t-il encore des questions concernant la formation? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. A priori. Donc, on peut passer à la question suivante. La question suivante, c'est la modalité de remplacement des membres fondateurs experts comptables, personnes physiques. En effet, à l'origine, les fondateurs étaient, pour la plupart, des personnes physiques experts comptables. Aujourd'hui, dans les conseils d'administration, il n'y a pratiquement plus d'experts comptables en nom propre. Ils sont tous en société avec un représentant. L'administration admet le remplacement des membres fondateurs personnes physiques. Si le remplacement est nécessaire, il ne peut l'être que par des personnes ayant la même qualité, à savoir des experts comptables. La question qui se pose est de savoir si le remplacement d'un expert comptable personne physique par une société membre de l'ordre personne morale, représentée par une personne physique, est admis. En effet, il ressort d'un audit triennal effectué dans l'un de nos centres qu'une telle pratique ne serait a priori pas autorisée par l'administration. Il conviendrait donc de clarifier la composition du collège des membres fondateurs en indiquant expressément que les personnes physiques appelées dans ce collège en remplacement d'autres siègent escalité et qu'elles ne peuvent représenter le cabinet dans lequel elles exercent. Je vous le confirme, effectivement, une personne physique ne peut être remplacée que par une personne physique. Donc, les personnes physiques ne peuvent être remplacées que par des personnes Absolument. physiques et non pas par un cabinet escalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce domaine? Et surtout, est-ce que ça pose des problèmes? C'est-à-dire, est-ce qu'à l'heure actuelle ou dans l'avenir proche, ça peut générer des difficultés? Ça peut éventuellement en causer de quelques difficultés, mais à ce moment-là, on vous fera remonter aussi ces difficultés. Je pense que c'était la perche que vous nous tendiez. Et en recensant véritablement les problèmes pratiques sur le terrain, s'il y en avait, donc bien entendu, si vous avez des difficultés à ce niveau-là, gardez vos bonnes habitudes, faites remonter à la fédération et nous transmettons par un canal habituel vos remarques, vos questions, et généralement nous obtenons des réponses. Des questions sur ce sujet très technique du remplacement du membre de l'ordre personne physique? Alors, le point suivant, ça concerne les cotisations pro rata temporis. En effet, certains CGA font bénéficier leurs nouveaux adhérents d'une cotisation réduite lorsque l'adhésion intervient au cours de la deuxième année, par exemple second semestre, pour éviter le paiement de 2 cotisations plénières sur le même exercice. Cette pratique ne semble pas aller à l'encontre des dispositions contenues dans le BOI, qui fixe le principe d'unicité de cotisation à prestations égales, cotisation égale, partant du principe que celui qui adhère en fin d'année ne bénéficie pas des mêmes prestations ni des mêmes avantages que les autres adhérents. Qu'en pensez-vous? Alors sur ce point, on rappelle que c'est le principe de l'unicité de la cotisation qui prévaut. Voilà. Donc il ne peut pas y avoir de cotisation réduite
lorsque l'adhérent adhère en cours d'année. Bon. Donc l'adhérent qui adhère au mois de septembre payera pour toute l'année alors qu'il est adhérent que depuis 3 ou 4 mois. Oui. Alors, là, pour le coup, c'est vrai que ça nous pose quelques difficultés économiques. Des réactions dans la salle sur ce qui vient d'être dit, là, sur l'impossibilité donc de réduire les cotisations. Les modalités... Oui. Enfin, les modalités de la cotisation réduite sont strictement prévues. Oui. Par les textes. Oui, s'il vous plaît. Oui, pardon. Ah ouais, voilà, parfait. Même si les questions sont apparemment intéressantes et les réponses aussi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas recentrer le débat sur les nouvelles missions du CGA, qui est le but de... On va y venir, si vous le voulez bien, mais nous avions donc établi et demandé à tous les CGA de poser un certain nombre de questions. Donc ça fait partie des questions qui ont été transmises en amont à Mme Sarai et à ses services. Et une fois que ce sujet sera épuisé, la discussion sera réouverte, bien sûr, sur tous les sujets que vous souhaitez voir abordés, bien entendu. Donc là, on en était sur la partie des cotisations calculées. Je n'ai plus qu'une question préalable. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. 8e question. C'est-à-dire ces questions qui nous étaient envoyées si je puis dire, posées avant. L'audit triennal et les relations des GFIP-OGA. Les auditeurs sont en phase d'expérimentation et ont souhaité la mise en place d'un guide de l'auditeur destiné à les aider dans les missions. En fait, je pense que la finalité de ce guide, c'est qu'on soit contrôlé de la même manière qu'on soit au sud ou au nord de la Loire. Qu'en est-il de ce guide? Est-ce que c'est bien l'objectif? Alors, effectivement, c'est un des objectifs. C'est un des objectifs puisqu'il y a 2 objectifs. C'est d'abord l'homogénéité des contrôles, c'est-à-dire qu'effectivement, que tous les centres soient audités de la même manière par les auditeurs, en sachant que ça ne pourra pas être à l'identique, parce qu'il y a toujours le rapport humain qui existe comme dans tout contrôle et dans toute relation humaine. Mais effectivement, nous avons souhaité rendre homogènes les audits et intégrer dans les audits l'homogénéité par rapport aux nouvelles missions. Et là, on revient justement, et ça va être certainement après l'ouverture de nouvelles questions, on a voulu que nos auditeurs aient la même approche en fonction des nouvelles missions qui avaient été données et donc effectuer les mêmes contrôles. Donc nous avons monté un groupe de travail avec 8 auditeurs qui représentaient bien les différentes régions de France, avec des nouveaux auditeurs, des auditeurs expérimentés qui avaient l'habitude de rencontrer et d'avoir fait des audits. Et donc nous avons revu systématiquement la grille d'audit qui est envoyée au centre de gestion lorsqu'ils sont audités. Donc nous l'avons adaptée par rapport aux nouvelles missions. Et surtout, nous avons fait des fiches techniques derrière, de manière à ce que l'auditeur puisse avoir la réponse ou un début de réponse à ces interrogations. Ensuite, on a demandé également à nos auditeurs, et on les rencontre la semaine prochaine, pour leur présenter ce nouvel outil, pour leur présenter les fiches, et pour leur dire également que nous souhaitons centraliser toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc déjà, c'est quelque chose qui est bien mis en place, puisqu'ils nous font remonter quasi systématiquement lorsqu'ils ont des interrogations, et on voit bien que ça remonte de plus en plus, notamment depuis qu'on avait mis en place le groupe de travail. Et donc, on fait nous, la centralisation de toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées, et de ce fait, on adopte des réponses communes en fonction des auditeurs qui nous posent des questions. Donc il y aura toujours des auditeurs qui ne poseront pas les questions, mais ça, on peut pas. Enfin, il y a des limites à ce que l'on peut faire nous aussi. Mais sachez qu'on est quand même très très vigilant sur le sujet. On vous a entendu parce que c'était quelque chose qui est remonté l'année dernière déjà justement au congrès de la FCGA. Donc c'est quelque chose qui a été bien entendu. On a fait le bilan. Le bilan était très positif, mais malgré tout, on a senti qu'il y avait des remontées et des discordances entre les modes d'audit des CGA et donc des organismes agréés, parce qu'il y a les associations agréées également. Et donc, nous harmonisons effectivement les méthodes. Merci beaucoup. Oui, sur la question des audits, est-ce qu'il y a des questions propres justement à ces notions d'audit
qui sont fondamentales, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure dans les discussions. Le sujet, là, semble avoir été clairement exposé et débattu, donc je vous relaisse la parole à nouveau pour l'élargissement du débat, alors. Je vous en prie. Nous, on est venus pour justement écouter par rapport aux nouvelles missions et qu'on vienne nous éclairer. Qu'est-ce que vous voulez entendre par rapport aux nouvelles missions ? Quelles sont vos attentes? Parce que pour nous, si vous voulez, à l'heure actuelle, il y a beaucoup moins de choses qui remontent au niveau des nouvelles missions. Donc on sait que vous avez toujours la problématique de la récupération des déclarations de TVA. Je ne peux que vous répondre la même chose que les années précédentes, c'est-à-dire que le budget, il n'a pas augmenté, le budget de la DGFiP, au contraire, il est toujours en restriction, puisque chaque année, on le réduit de 20%. Et les mesures législatives vont plutôt en augmentant qu'en diminuant, hélas pour nous. Donc on est toujours obligé d'adapter nos outils informatiques par rapport à nous, nos besoins, et nos besoins pour pouvoir accepter les nouvelles législations, la nouvelle législation. Et c'est vrai que le fameux double flux que l'on voulait et que vous nous aviez proposé à une époque, la réponse est toujours, et pour nous, toujours la même. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas assurer ce style de dépenses à l'heure actuelle. Donc au niveau des récupérations, de déclarations de TVA, bon, j'adopte voilà, il n'y a pas d'évolution par rapport à l'année dernière. En fait, c'est plutôt par rapport à vous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport aux nouvelles missions. Parce que nous n'avons pas, à l'heure actuelle, nous n'avons pas de remontée. Donc nous avons plutôt l'impression que ça se passe plutôt pas trop mal. Les précédents congrès nous ont laissé penser ça. Donc allez-y, si vraiment vous avez des choses à faire remonter, profitez-en. Là-bas, il y a monsieur qui a demandé. Merci en tout cas, Madame Sarri. Jean-Luc Armengol, CGA d'Aix-en-Provence. On a eu un certain nombre de remontées de ton cabinet d'expertise comptable correspondant relatifs aux contrôles fiscaux. Et systématiquement, les contrôles fiscaux ont été déclenchés avec une prescription triennale. Alors, on a entendu votre propos, mais l'idée de ces cabinets correspondants, c'est bien de nous dire que l'esprit de la loi n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'on était parti quand même a priori sur une prescription réduite. Et là, d'entrée, aujourd'hui, les contrôles sont sur des périodes de 3 ans. Voilà, donc il y a un regret de la part de nos cabinets correspondants sur ce thème. Alors, je crois qu'au débit de l'administration, on va le reconnaître, hein, on n'a pas communiqué, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de difficultés. Le service du contrôle fiscal a eu beaucoup de difficultés à mettre la loi en musique, parce que c'est une loi qui présente pas mal de difficultés. Et de ce fait, il y a eu la communication n'a pas encore été véritablement faite par les bureaux du contrôle fiscal au niveau du réseau du contrôle fiscal chez nous. Et de ce fait, les vérificateurs se sont trouvés, et c'est très compréhensible, se sont trouvés relativement démunis, c'est-à-dire qu'ils avaient une loi, mais ils n'avaient pas l'explication de la loi et la façon dont ils devaient la mettre en musique de la part de leur propre administration. On sait qu'il va y avoir des contentieux, on en est sûr, on les traitera puisqu'on ne peut pas faire autrement, et je reconnais avec vous que faire respecter l'esprit de la loi suite à un contentieux, ce n'est pas très positif. Mais les nouvelles missions nous auront posé des soucis jusqu'au bout, tant au niveau, du contrôle de la concordance, de la cohérence, de la vraisemblance, qu'après au niveau de nos propres vérificateurs par rapport au délai de reprise et par rapport à ce que subissent encore les adhérents. Je reconnais, c'est pas évident. Parce qu'après, en termes financiers au niveau du centre, donc on a enregistré le retrait de 4 adhérents qui étaient des EURL à l'IS, pour lequel le seul avantage est la réduction et la prescription réduite. Donc il y a des conséquences pour les adhérents, mais il y a des conséquences également pour le centre. Oui, encore que je trouve que quand même, vos EIRL, ils vont vite, hein, parce que retrait d'adhérents, démission, alors que l'enjeu n'est pas encore terminé, parce que le contrôle n'est peut-être pas terminé, parce que les contrôles, ils durent quand même un certain temps. Ils ont été engagés, je pense, on ne doit pas être complètement au bout du contrôle. Non, tout à fait, mais c'est des réactions épidermiques d'experts comptables, donc on en a quelques-unes. On y reviendra sur le sujet, effectivement. Oui, moi je voudrais savoir en ce qui concerne les CRM, par rapport aux déclarations de TVA que l'on a quelquefois du mal à avoir et dans des délais quelquefois très tardifs. Je voudrais savoir s'il fallait néanmoins adresser un compte-rendu de mission très 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 tardif ou pas, ou est-ce qu'on s'en tient au délai 6+2, c'est-à-dire 6 mois pour faire les examens de cohérence et vraisemblance de la déclaration fiscale, même si on n'a pas la déclaration de TVA,
Et si les déclarations de TVA arrivent plus tard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on envoie quand même un compte-rendu de mission ou pas? Moi, j'avais considéré que je n'envoyais pas de compte-rendu de mission si je n'avais pas de déclaration de TVA. Voilà, ma question, elle est là. Est-ce que je clôture un dossier alors qu'il est incomplet ou est-ce que j'attends un peu plus tard et j'envoie un compte-rendu de mission tardif? Moi, je fais comme vous. Hein. Si je n'ai pas les déclarations de TVA après 2 lettres de rappel, je ne fais pas de compte-rendu de mission, mais j'attire l'attention de l'adhérent que du fait qu'il n'y a pas de compte-rendu de mission, il n'y aura pas de réduction de délai de reprise. D'accord. Et qu'il pourrait y avoir exclusion. C'est la position de l'administration. Alors, vous ne faites effectivement pas de compte-rendu de mission parce qu'il n'y a pas les déclarations. En revanche, il y avait, à mon sens, 2 questions dans votre question, c'est-à-dire que vous pouvez les avoir effectivement après très tardivement. Et dans ce cas de figure, déposer le compte-rendu de mission, quelle que soit la date. Parce que justement, quand je disais tout à l'heure que la loi était un petit peu, n'était pas forcément bien ficelée, c'est que en fait, il y a le délai le compte-rendu de mission, dès lors qu'il est déposé, génère une réduction du délai de reprise. Vous avez un délai pour déposer le compte-rendu de mission, mais dès lors qu'il est transmis, la réduction du délai de reprise existe. Et on fait, pour l'instant, il n'y a pas eu d'analyse qui a été effectuée, mais dès lors qu'un avis de contrôle, un avis de vérification n'a pas été adressé, je dirais qu'à partir du moment où il y a eu un compte-rendu de mission qui va être envoyé, même dans les 15 jours qui précèdent l'avis de vérification, il faudra peut-être tenir compte de ce compte-rendu de mission. Donc là encore, sécurité juridique à tout prix, envoyer le compte-rendu de mission dès lors que vous avez récupéré les déclarations de TVA. D'accord, mais dans un premier temps, je ne l'enverrai pas puisque je n'ai pas tous les éléments, on est bien d'accord. Exactement. Et j'avais une seconde question qui n'a rien à voir, qui concerne la formation continue. Nous faisons dans bien des centres beaucoup d'actions de formation gratuites. J'ai cru comprendre que dans certains centres, on contestait le caractère de formation continue dès lors que c'était des actions gratuites. Et on avait tendance à considérer que le crédit d'impôt au chef d'entreprise n'était pas applicable pour des actions gratuites, ce que je trouve totalement injuste. Voilà, donc moi je considère que dès lors que la nature de la formation est bien un caractère de formation, même si le centre l'offre, il me semble qu'il est normal que le chef d'entreprise bénéficie du crédit d'impôt chef d'entreprise auquel il a droit. Parce qu'il a passé du temps à cette formation. Je voudrais avoir votre avis. Là, je crois qu'on a déjà répondu sur ce sujet. Hein. Et pour nous, non, à partir du moment où la formation est gratuite, elle ne générera pas de crédit d'impôt parce qu'il n'y aura pas de facturation. En fait, la facturation, elle existe dans la cotisation. Le micro, s'il vous plaît. Il y a un débat. Il n'y avait plus de micro, c'est dommage. Madame, oui, elle continue son exposé. Oui, je voulais juste attirer l'attention sur le fait que là, il ne s'agit pas de récupérer un budget d'un OPCA, il s'agit juste de constater le temps passé par le chef d'entreprise, valorisé au SMIC, au maximum 40 heures par an. Et là, à mon avis, je ne vois pas en quoi le fait que l'action ait été gratuite puisse changer la nature de la formation et la nature de l'investissement qu'il a pu faire. Absolument. Ça me paraît curieux. Sinon, ça va nous inciter à facturer de manière même symbolique une action de formation que l'on aurait fait gratuitement. Je ne vois pas l'esprit de... La cotisation est faite justement pour proposer des actions de formation aux chefs d'entreprise. En quoi est-ce que le fait de le faire payer change la nature de la formation? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Le crédit d'impôt chef d'entreprise, moi j'ai toujours compris que c'était fait pour rémunérer et pour inciter le chef d'entreprise à se former et à être un petit peu indemnisé sur la base d'un SMIC, mais qui n'a rien à voir avec la notion d'action payante. Ce qui était sorti à une époque et qui a fait naître l'ambiguïté, c'était des formations à pompiers, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, voilà. C'était des formations pour devenir pompier dans un cadre complètement bénévole, ça n'avait rien à voir avec l'activité du chef d'entreprise. Et dans ce cadre-là, il avait été admis que ce n'était pas des actions de formation continue, c'était pris en charge par le je ne sais plus, la Croix-Rouge, enfin bon, c'était tout à fait un autre dispositif. Mais ça n'était pas des actions de formation professionnelles, c'était pour devenir bénévole qui n'avait rien à voir, la Croix-Rouge. Donc je crois qu'on a interprété la notion d'action en formation gratuite, on l'a étendue à nos formations qui n'ont absolument rien à voir. Pour moi, ce sont des formations, quand ce sont des actions de formation professionnelle, dans la nature formation professionnelle,
La gratuité, pour moi, ne change en rien la déductibilité. Je partage tout à fait votre avis là-dessus. Hein, alors, moi, ce que je vais vous proposer, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va vous répondre, parce que le crédit d'impôt formation, c'est quand même quelque chose de très spécifique. Donc, faites-nous remonter la question. C'est une question qu'on a de la part de nos auditeurs également. Donc, c'est une question que l'on mettra, pourquoi pas, au débat la semaine prochaine, puisqu'on a nos auditeurs. Et à ce moment-là, on répondra à la question via la fédération. Merci. D'autres questions? Oui. Là, il y en a plusieurs. Après, monsieur. En termes de crédit d'impôt formation, nous, on interroge l'administration sur certains thèmes qui nous semblent pouvoir être labellisés dans notre programme comme ouvrant droit au crédit d'impôt formation. Donc, des thèmes comme la sécurité fiscale, ou je prends ce thème-là, ils nous donnent l'accord. Des thèmes de développement personnel, on ne demande même pas, ça va être sur le relooking, on ne va pas demander si on peut avoir un crédit d'impôt. Donc c'est vrai que selon les thèmes qu'on pense pouvoir être labellisés crédit d'impôt parce qu'ils passent du temps effectivement et que c'est un remboursement par rapport aux horaires de SMIC, nous on a l'accord de l'administration et à partir de là on fait un état. C'était juste pour vous dire ce qui se passait sur place. On ne labellise pas nous-mêmes crédit d'impôt, une formation. On demande à l'administration et elle nous répond. Et en fonction de ça, on le labellise dans notre programme comme pouvant ouvrir droit à un crédit d'impôt. Si je prends des formations que je vais proposer à des pharmaciens et que d'autres prennent, l'administration peut me dire OK pour les pharmaciens. S'il y en a d'autres qui viennent, je ne vais pas le labelliser crédit d'impôt. Donc c'est vraiment en fonction du thème suivi par l'adhérent et qui a un effet bénéfique par rapport à une formation à l'entreprise. Et vous dites que vous êtes labellisé par l'administration? Je demande à l'administration si elle me donne l'accord de mettre dans mon programme que cette formation ouvre droit à un crédit d'impôt. Je ne le fais jamais de moi-même. Et là, elle me répond oui pour certains thèmes. Il y en a où je ne demande même pas, parce que ça me semble évident. Et il y en a d'autres où on peut me répondre oui ou non. En principe, les thèmes que je demande des thèmes où je sais quasiment que ça sera oui. Et je vous dis, pour certaines formations spécifiques à certains métiers, ça peut être oui pour le métier. Si j'ai un autre adhérent qui veut y participer, je ne vais pas le faire en toute bonne logique. Merci.